Bonjour, donc ce cours suit celui sur les cubismes et il se veut comme une brève histoire de l'abstraction tout en sachant qu'elle ne peut pas du tout être exhaustive, j'ai dû faire quelques choix et il y en a certains que je n'ai pas mis dedans, que peut-être j'aurais dû mettre dedans, etc. Mais bon, je prie de m'excuser. Malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça et je ferai peut-être un cours de plus pour intégrer des choses qui semblent quand même importantes. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par réfléchir sur le verbe abstraire, sur le mot abstrait, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, je suis allée chercher l'étymologie, donc du XIVe siècle, qui est empruntée du latin abstraere, qui veut dire enlever, enlever en tirant, retirer, arracher et isoler par la pensée. Alors, c'est à mon avis assez important de garder à l'esprit cette idée de retirer, simplifier, partir d'une forme qui est une forme figurative pour faire un processus qui va vers l'abstraction. Et donc dans l'idée justement de retirer des éléments, d'épurer jusqu'au point où l'objet n'est plus reconnaissable. Alors ce sont des choses que nous avons vues justement dans les cours précédents sur le cubisme et comment finalement ce processus, en particulier celui du cubisme analytique, avec donc cette étude d'espace pluridimensionnel qui intègre plusieurs points de vue, plusieurs temporalités dans une surface excusez-moi, plane, provoque finalement ce cheminement vers l'abstraction et où on a que peu d'éléments ici, juste les violons et un petit peu cette carafe qui sont encore reconnaissables. Et donc, on va voir, je l'ai déjà répété, comment tous ces avant-gardes, c'est quelque chose qui les caractérise d'un côté, ce n'est pas la seule caractéristique, mais c'est cette sorte de processus vers l'abstraction qui s'est fait avec différentes recherches. Et donc pour les cubistes, c'était justement, ce processus s'est fait par une recherche qui est celle vraiment de comment pouvoir rompre certaines idées liées par exemple à la perspective et à notre façon de voir en général. Alors, on va très rapidement passer sur d'autres avant-gardes sur lesquelles je ne vais pas trop m'arrêter parce que sinon, en fait, on pourrait continuer à en parler pendant des mois. Et donc, si je fais un cours spécifique sur chacune, ça prend vraiment un temps incroyable. Donc, vraiment, je m'excuse de l'accélération pour parler du futurisme que j'ai fait ici pour passer un petit peu en revue toutes ces différentes démarches. Et donc, le futurisme est une des avant-gardes qui est évidemment qui se passe un petit peu en même temps que les autres et qui est une avant-garde italienne et qui va rechercher certains éléments qui plastiquement sont assez similaires à ce qui se passe chez les cubistes, mais avec un intérêt qui n'est plus tellement celle de la pluridimensionnalité. C'est plutôt une conséquence, mais leur intérêt, c'est plutôt vers la vitesse, la technologie, la voiture et tout ce qui va dans ce sens-là. Notamment, je vous avais montré dans les cours du cubisme cet exemple des sculptures qui est une sculpture qui n'est pas cubiste, c'est une sculpture qui est bien futuriste de Umberto Boccioni, dont le titre est Forme unique de la continuità nello spazio, que ça veut dire forme unique dans la continuité de l'espace, et qui pouvait s'apparenter à certaines recherches cubistes, mais en effet, ce qui prime reste quand même pour les futuristes cette recherche qui est liée plutôt à une recherche du mouvement. En effet, ce personnage, est-ce que c'est deux personnages qui ont fusionné ensemble? Est-ce que finalement c'est une figure qui est en train de marcher et on voit en quelque sorte un petit peu la vitesse à travers ses pas, comme s'il était en train de se diluer. Et donc, quand on connaît la démarche futuriste, on peut se douter que la recherche est plutôt ici vraiment celle du mouvement et de comment pouvoir représenter ces mouvements dans ces continuités de l'espace. D'accord? Et donc forcément, ça rejoignait un petit peu les recherches surtout du cubisme analytique. Ça va?
Alors, en fait, le futurisme, il a bien un manifeste de bandes avant-garde tel qu'il est, manifeste qui est publié en 1909 par Filippo Tommaso Marinetti, qui était un écrivain et poète. Et donc, il y a un manifeste qui n'est pas écrit à la base par les plasticiens. C'est un manifeste qui est assez long et que je vous laisserai lire à votre aise si vous voulez stopper sur la vidéo ou si pour mes étudiants, ils pourront télécharger les PowerPoint. Mais je voulais mettre les points sur quelques aspects. Parenthèse, il y a aussi un manifeste après qui est écrit et signé par les peintres. Et au point 4, par exemple, parce que ça donne bien l'idée, donc, Marinetti nous dit, nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tel des serpents à la laine explosive, une automobile rougissante qui a l'air de courir sur la mitraille, elle est plus belle que la victoire de Samothrace. Et donc, en fait, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ces avant-gardes, c'est des avant-gardes qui se veulent en rupture avec les passés. Et ici, c'est déclaré de façon très claire, puisqu'il y a une référence à la victoire de Samothrace, qu'on rappelle, c'est une statue grecque de la période hellénistique, qui est un petit peu un symbole aussi finalement de recherche de la beauté, etc., d'un certain type, et qui est un petit peu un symbole aussi vraiment de l'académie, de la technique, etc., et mise en contraposition avec cette idée de technologie, avec la figure de l'automobile et de la vitesse. Et donc en disant que finalement l'automobile, donc les révolutions technologiques sont bien meilleures, bien plus intéressantes, bien plus modernes que cette statue. Et donc, finalement, le futurisme, c'est un mouvement qui se veut aussi politique. Ce n'est pas le cas forcément c'est le cas pour tous les avant-gardes, mais eux, ils ont vraiment des propos qui vont un petit peu dans le sens politique de façon un peu plus poignante. Et le terme avant-garde, comme je vous avais rappelé, qui est un terme militaire, ici, on le retrouve vraiment très fort dans cette manifeste. Par exemple, au point 9, il nous dit, nous voulons glorifier la guerre, seuls les jeunes du monde, le militarisme, le patriotisme, les gestes destructeurs des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. On pourrait aujourd'hui être un peu horrifié par rapport à ça, mais donc c'est quand même une volonté très précise et ça sera un mouvement qui ensuite sera un parti politique. Bon, voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessous, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que leur processus vers l'abstraction est strictement lié à cette recherche qui est une recherche technologique qui met un petit peu la voiture et d'autres éléments liés à la vitesse et au mouvement en premier plan pour cette recherche. Alors ici, vous voyez ça, c'est le manifeste des peintres futuristes. Donc, comme je vous disais, c'est le manifeste qui est signé celui-là en 1910 et on retrouve les signatures de Boccioni, celui que je vous ai montré tout à l'heure, Carlo Carrà, Russolo, Balla et Severini. Ça va? Et ici aussi, vous voyez, il est vraiment écrit « Nous combattons contre les teintes bitumeuses par lesquelles on s'efforce d'obtenir la patine du temps sur les tableaux modernes. » Et donc, c'est vraiment une opposition, on se bat, on ne veut plus des choses académiques, on veut une peinture qui soit une peinture de notre temps. Et cela est posé vraiment de façon assez dure, d'accord? Et là, tout ça s'est traduit, et là je ne vais pas vous montrer beaucoup d'œuvres, mais c'était pour vous montrer un petit peu le cheminement, par des œuvres de ce type-là, qu'aujourd'hui on définirait comme de l'abstraction géométrique. D'accord? Donc c'est une œuvre de Giacomo Balla qui s'appelle Vitesse abstraite, la voiture est passée. Donc il nous donne quand même une indication encore sur le sujet, je vais déplacer un petit peu comme ça vous voyez, sur le sujet qui est peint. Mais finalement, cette abstraction est le résultat d'une observation de quelque chose qui est bien là dans le monde réel, donc cette voiture qui est passée et qui finalement s'est décomposée en quelque sorte des photogrammes qui se superposent, un petit peu comme lorsque on prend un film et on le décompose en photogrammes et finalement c'est comme si nous montrait toutes ces étapes qui se sont superposées, dont nous ne pouvons plus véritablement reconnaître la voiture, mais ces formes qui sont à la fois pointues, à la fois courbes, etc., expriment vraiment cette sensation de mouvement et de direction en donnant un petit peu l'impression, moi en tout cas de mon côté, que
qu'il y a cette accélération qui se fait soit dans ce sens-là parce qu'elle est indiquée par cette sorte de diagonale et peut-être aussi parce que nous avons tendance un petit peu à lire les images de gauche à droite, soit si on regarde plutôt les formes courbes, ça pourrait être une accélération qui va dans l'autre sens, d'accord? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle va de gauche à droite. Mais bref, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que finalement, le résultat est un résultat abstrait, mais qui est donné par une observation qui est plutôt une recherche sur comment représenter la vitesse et les mouvements. Pareil pour cet autre tableau de Roussel, ici c'est automobile en course, et donc là on a quelque chose encore qui est un peu reconnaissable, on peut voir les roues donc de cette voiture, et finalement ces formes qui deviennent des formes géométriques, triangulaires, aiguës, nous montrent vraiment cette progression de mouvement qui va ici, à l'occurrence de droite à gauche, un peu sans doute ici, mais on peut encore reconnaître des éléments figuratifs comme des bâtiments et, comme je vous disais, quelques formes de la voiture. Mais donc, en fait, finalement, leur démarche, qui est une démarche de pouvoir représenter le progrès, la modernité et le mouvement et s'intéresser justement à des nouvelles inventions telles que la voiture, va se traduire dans une modernité qui est une modernité picturale qui va vers quelque chose d'abstrait. Alors, maintenant, donc, je vous avais dit que c'était bref, donc maintenant, on va passer à ce qui est l'abstraction pure, c'est-à-dire où on arrive à un point où on n'est plus capable de reconnaître l'objet du départ, d'accord? Donc, l'objet du réel qui a fait qu'on a abstrait, donc retiré des éléments pour qu'il devienne reconnaissable, irreconnaissable, excusez-moi. Et donc, dans cette abstraction pure, nous pouvons identifier plus ou moins deux tendances. Évidemment, il y a aussi des sous-tendances de ces tendances-là, mais on ne va pas trop s'étaler pour ne pas trop compliquer les discours. Donc, dans un côté, une abstraction qu'on va appeler abstraction lyrique, et de l'autre, une abstraction géométrique. Alors, géométrique, je pense que c'est la chose la plus intuitive. On peut s'imaginer qu'une abstraction géométrique, c'est quelque chose où effectivement, il n'y a plus aucun élément qui est reconnaissable et figuratif et on retrouve des formes géométriques. Donc, jusque-là, tout va bien. Lyrique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lyrique, c'est essayer d'avoir une abstraction qui n'a pas justement cette référence géométrique et qui peut être informe et qui peut intégrer plusieurs aspects sans du tout se référer au réel au départ. C'est quand même une démarche qui est assez complexe puisque nous apprenons à dessiner, à peindre, etc. En général, en partant d'une observation de mimésis où on reproduit la réalité. Donc, nous demander de créer de l'abstraction pure sans partir du monde sensible, celui que nous pouvons percevoir avec nos sens, ça devient vraiment un exercice compliqué.